En fait, la finalité de la lutte contre le blanchiment de capitaux est de priver Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Madame le secrétaire général auprès de la présidence, représentant Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur le chef district Intimjan, Monsieur le maire de la commune rurale d'Ambunzanak, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions du système anticorruption, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux respectifs, Monsieur le directeur du cabinet de la Haute Cour constitutionnelle, représentant le président de la Haute Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, ici présents à vos rangs et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, honorables invités, au nom du directeur général du SAMIFIN et du personnel,
Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Nous vous remercions d'avoir sacrifié de votre précieux temps et de vous être déplacés pour l'honorer de votre présence. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la cérémonie de présentation du rapport annuel 2022 du SAMIFIN, afin de vous partager les réalisations de l'année 2022 ainsi que les informations essentielles concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar. Nous allons commencer par un discours d'ouverture, après laquelle nous aurons une présentation du rapport d'activité. À l'issue de cette présentation, nous aurons une séance de questions-réponses et un point de presse suivra la clôture de la cérémonie. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de préciser que nous avons également une audience qui assiste virtuellement au présent événement. Nous allons tout de suite procéder au discours d'ouverture. À présent, mesdames et messieurs, veuillez accueillir madame le secrétaire général auprès de la présidence pour son discours.
étrangers et l'atteinte des objectifs de développement attendus par la population malgache. Sur ce, je déclare ouverte la cérémonie de la présentation du rapport annuel du SAMIFIN 2022. Merci. Madame le secrétaire général auprès de la présidence, nous vous remercions pour cette allocution. Nous vous prions de transmettre nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, pour son soutien infaillible dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont vous avez transmis tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant tout de suite entrer dans le vif du sujet, qui est la présentation du rapport d'activité 2022 du SAMIFIN. Pour cela, veuillez bien accueillir Monsieur le directeur général du SAMIFIN pour cette intervention. Madame la secrétaire générale de la présidence, représentante de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le directeur de cabinet de la HCC, qui représente aussi le président de la HCC, Monsieur le honorable député, vice-président, et qui représente aussi la présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, représentant du gouvernement, chers amis, membres du corps diplomatique, chers responsables, directeurs généraux et autres dans l'administration publique, vous tous présents ici, je souligne particulièrement les anciens directeurs généraux du SAMIFIN et du Bianco. Je suis vraiment honoré par votre présence. Mesdames et messieurs, chers collègues du SAMIFIN, passons directement à la présentation du rapport. Donc, on va parler un peu du SAMIFIN, mais beaucoup de l'année 2022. Et je vais parler de l'indice Basel EML Index, indice de risque de blanchiment de capitaux, parce qu'à un moment, Monsieur le secrétaire général. Bienvenue. Donc, on va un peu éclaircir l'opinion sur les significations de l'indice EML Index. Et finalement, on va parler des perspectives du SAMIFIN dans sa mission de conduite de la lutte. Donc, le SAMIFIN a été créé en 2008 et chargé de conduire la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mettre en place, sinon proposer la stratégie nationale, recommander les réformes nécessaires et, depuis l'année dernière, le SAMIFIN assure le secrétariat permanent du Comité national d'orientation et de coordination de la lutte. Le SAMIFIN a, depuis l'année dernière, son plan d'activité ou plan d'action quinquennal 2022-2026 qui s'articule sous 3 volets que sont la mise en conformité de Madagascar aux recommandations du GAFI, les efforts pour que cette conformité amène du changement pour le pays et enfin d'améliorer le capital humain qui œuvre dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les priorités du SAMIFIN. Première priorité, intégrer le groupe Egmont. Le SAMIFIN a déposé sa candidature en 2009 et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore membre. Et mon mandat fera de cette intégration la priorité des priorités. Donc, on engagera tous nos moyens sur cette priorité. On prévoit intégrer le groupe Egmont en 2024. Deuxième priorité, on a écrit en anglais « Awareness Raising ». J'ai senti qu'il manquait un peu de sensibilité au sujet. Certaines personnes disent « Ah, il n'y a pas de volonté politique ». Non, Madagascar n'a pas de problème de volonté politique. C'est qu'on n'est pas assez sensible. Donc,
pour bien mobiliser toutes les parties prenantes, le gouvernement, le secteur privé, les administrations, etc., on va faire beaucoup d'efforts sur l'awareness raising. Entre autres, on va organiser une journée de célébration de la lutte qui est déjà célébrée ailleurs. Et cette année, on va le faire. Troisième priorité, l'effectivité. On parle toujours de conformité aux recommandations du GAFI, mais ce n'est pas la question. La question, c'est l'effectivité. Est-ce que ce qu'on met en place apporte les résultats attendus? Donc, on va se focaliser sur l'effectivité. C'est pour cela que le SAMIFIN a élaboré un plan de mise en conformité. Ce n'est pas vraiment le nom, mais je n'ai pas trouvé quel nom poser parce qu'on vise l'effectivité, mais le nom, c'est la conformité. La conformité, c'est le passage obligatoire, passage obligé. Quatrième priorité, c'est l'amélioration de la détection des flux financiers clandestins. Pas seulement le blanchiment de capitaux, mais tout ce qui est clandestin et suspect. Le système d'information du SAMIFIN pour les déclarations d'opérations suspectes. Donc on utilise ce qu'on appelait gateway pour éviter aux institutions déclarantes d'envoyer du courrier, des emails. Ça, ce n'est pas sécurisé. Donc le gateway, c'est plus sécurisé et c'est exigé dans les critères du groupe Egmont, la sécurisation des échanges de renseignements. On utilise pour le suivi de nos activités, je l'ai dit l'année dernière, notre plan quinquennal a été établi sous la méthodologie de la gestion axée sur les résultats. Donc on a mis en place le AM6 pour suivre nos activités au jour le jour. Le site web du SAMIFIN a été amélioré l'année dernière. C'était appuyé totalement par la Banque centrale que je remercie actuellement. Et enfin, le SAMIFIN, avec l'appui de la GIZ, a commencé l'acquisition du logiciel Go AML développé par l'UNODC et utilisé par beaucoup de services de renseignement financier. En termes de ressources humaines, le SAMIFIN, c'est 61 personnes, dont 42% de femmes. Ça va s'améliorer, Madame la SGP. Comme vous voyez sur la courbe, les 2 dernières années, on a recruté des femmes. On en a besoin. Les formations dont le personnel du SAMIFIN a bénéficié en 2022, je ne vais pas m'étaler sur cette liste, mais globalement, il y avait des formations sur les investigations financières, des formations sur certaines recommandations du GAFI, comme les bénéficiaires effectifs, les OBNL, les organismes à but non lucratif, des formations aussi sur le Open Partnership, des formations sur l'analyse stratégique du renseignement. Ce n'est pas l'analyse financière, l'analyse stratégique. Formation sur la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Nous sommes au tout début du processus des réformes. Voilà à peu près les grandes lignes des formations. Mais les formations dispensées aussi aux autres parties prenantes par le canal du SAMIFIN. Les bénéficiaires, c'était le ministère de la Justice, la police nationale, la gendarmerie nationale. Il y avait des formations présentielles et des formations en ligne. En collaboration avec le ministère de la Pêche et de l'économie bleue et Transparency International, beaucoup de séminaires sur le Zunu Mazava. Le personnel du SAMIFIN, avec la collaboration aussi du Bureau des normes de Madagascar, a eu 2 ou 3 sensibilisations en matière de système de management anticorruption, parce que le SAMIFIN vise d'acquérir la certification anticorruption cette année. L'évolution du budget du SAMIFIN. L'année dernière, le gouvernement a accordé une augmentation de notre budget.
qui totalise donc 2,5 milliards d'ariary. Nos partenaires techniques et financiers nous ont attribué aussi en 2022 700 millions d'ariary. Merci beaucoup. Et comme Mme Laïchepé l'a dit tout à l'heure, continuons. Nous nous engageons à changer la situation du pays. Nous nous engageons à apporter des résultats. Donc, ce n'est pas des appuis pour des activités, c'est des appuis pour du changement. Voilà un peu les détails des assistances techniques déjà citées par Mme la SGP tout à l'heure. Je commence par la Banque centrale de Madagascar, qui a financé la mise à jour du site web, mais aussi organisé et financé une mission à l'île Maurice pour un échange sur les expériences mauriciennes quand ils étaient dans la liste grise. Donc, pour nous aider à concevoir les activités à entreprendre à Madagascar pour éviter la liste grise. Il y a la GIZ, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le financement du gouvernement allemand et du Royaume de Norvège. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, l'Organisation internationale de la francophonie, le PNUD. Voilà l'année 2022, les grandes lignes de l'année 2022 de nos réalisations. Le cadre juridique et stratégique déjà cité par Mme la SGP, l'adoption de l'ENR, la stratégie nationale, la réforme de la loi qui a été discutée profondément au niveau du Conseil des ministres. Et normalement, ça doit passer cette année au Parlement, la loi révisée. Le décret sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le décret d'application de l'actuelle loi anti-blanchiment. En termes de coopération nationale et internationale, nous avons participé à beaucoup d'ateliers et surtout à 2 sessions de l'ESAMLAG, dont au mois de septembre, nous avons vu la participation du ministre des Finances au Conseil des ministres de l'ESAMLAG. On a aussi fait des efforts en termes de partenariat public-privé. Comme Mme la SGP l'a dit tout à l'heure encore, nous devons engager aussi le secteur privé et même la société civile. Donc on a contracté des conventions avec quelques secteurs et on va continuer cette année. En termes de visites et d'échanges pour accélérer et améliorer les réformes que l'on va mettre en place, on a décidé d'apprendre de nos collègues de la région de l'ESAMLAG. Donc on a visité le service de renseignement financier d'Afrique du Sud, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Maurice. On a appris comment ils gèrent les évaluations nationales des risques, comment ils gèrent les réformes, comment ils s'organisent pour sensibiliser, etc., etc. Et ça nous a beaucoup aidé et ça nous a donné de l'inspiration, surtout dans la conception du plan de mise en conformité. On a discuté avec la COMESA, le projet UK Treasury, le projet AML-THB de l'Union européenne qui se charge de la région de l'Afrique australe et orientale, avec l'Agence de recouvrement des avoirs de Kenya, avec le GAFI, avec quelques représentations diplomatiques à Madagascar qui sont listées ici. On a présenté notre plan quinquennal et on a établi quelques coopérations. Actuellement, comme j'ai beaucoup fait le marketing de mon plan quinquennal, l'Union européenne, à travers le projet AML-CFT, AML c'est Anti-Money Laundering, CFT c'est Counter Financing of Terrorism,
le projet ESCAI, qui couvre maintenant 34 pays d'Afrique, et le Yémen a fait de Madagascar une priorité. Donc, parmi les 34 pays, quelques pays seulement sont prioritaires, et Madagascar y figure grâce au plan quinquennal que j'ai présenté au directeur du projet. Donc, le projet a effectué une visite à Madagascar pour évaluer nos besoins, et la semaine prochaine, il y aura une formation, par exemple, à Johannesburg, pour laquelle on va envoyer 5 de nos partenaires à Madagascar. Le processus d'intégration au groupe Egmont, on a sollicité, parce que c'est quand même honteux de faire 13 années de candidature sans intégrer le groupe. D'autres services de renseignement financier en 3 ans intègrent le groupe, alors que le bénéfice d'intégrer le groupe, c'est de pouvoir retracer les avoirs illicites qui quittent Madagascar surtout. Par exemple, nos quelques kilos d'or partent à Dubaï et on n'a pas les moyens de retracer où ça aboutit. Donc c'est très important d'intégrer le groupe Egmont en termes d'échange de renseignements, de coopération internationale. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, la participation de Madame la ministre des Finances au Conseil des ministres. Pendant la réunion de l'Assemblée, on a désigné le nouveau secrétaire exécutif et on a discuté du 7e rapport de progrès de Madagascar. Le rapport de progrès de Madagascar de l'année dernière contient les évolutions qu'on a faites et on a demandé le re-rating pour 9 recommandations. Notre demande de renotation sera traitée au mois d'avril prochain. On espère bien avoir une évolution de notre note et ça nous aidera à éviter la liste grise. Désormais, donc, chaque fois qu'on envoie un rapport de progrès, on va envoyer une demande de renotation. Ce n'est pas suffisant d'envoyer un rapport de progrès. Si on ne progresse pas, c'est vide. Donc, notre logique, si on envoie un rapport de progrès, une renotation doit suivre. Au niveau national, on a participé à beaucoup d'événements, dont le salon de l'automobile. Après le salon, on a commencé à travailler avec le GECAM, le groupement des concessionnaires automobiles, et on va établir une convention de partenariat afin d'aider le secteur à se superviser pour la lutte contre le blanchiment, la réforme du code minier et surtout la journée internationale de lutte contre la corruption. En termes de conformité et d'effectivité de notre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, je l'ai déjà cité tout à l'heure, l'avant-projet de loi, les décrets et tout. Toutes les études au niveau du CRSP sont déjà terminées. C'est pour cela que j'ai dit que cette année, on va encore faire beaucoup plus en termes de bons vers l'avant, en termes de conformité et d'effectivité. Le plan de conformité de Madagascar. On a un peu réévalué tous les rapports de progrès qu'on a envoyés à l'ESAMLAG. On a aussi fait des échanges avec nos services homologues. En fait, le problème pour Madagascar n'est pas seulement la conformité. On nous demande, par exemple, donnez-nous des statistiques sur les poursuites du blanchiment. Question. Donnez-nous des statistiques sur les investigations financières. Problème. Ce n'est pas suffisant de se conformer aux recommandations du CAFI. On nous demande surtout qu'est-ce que ça change. C'est pour cela que le plan de conformité vise les résultats immédiats. On en a 11 résultats immédiats pour mesurer les résultats de la lutte. Mais les recommandations qui soutiennent chaque résultat immédiat, c'est à réformer. Mais on ne s'arrête pas aux réformes. Donc c'est pour cela qu'on a élaboré le plan de conformité. On a priorisé les Big Six. Les Big Six, c'est les 6 recommandations prioritaires de l'ESAMLAG, que sont la confiscation et mesures provisoires, l'infraction
et la poursuite du financement du terrorisme. Les sanctions financières ciblées, le décret va venir, les sanctions financières ciblées, par exemple, en matière de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il n'y a pas d'investigation à faire. Le Conseil de sécurité prend une résolution avec une liste. Ce que nous devons faire, c'est de geler les avoirs de tout ce qui apparaît dans la liste. La conservation des documents, la déclaration des opérations suspectes. Ça, c'est les 6 recommandations prioritaires de l'Assemblée. Donc, le plan de conformité visera à traiter tous les 6 en priorité. Notre demande de rénotation traite déjà au moins 3 ou 4 de ces recommandations. Après, on va cibler les réformes les plus faciles à faire. Voilà l'esprit du plan de conformité. Donc, on va présenter ce plan au comité national d'orientation et de coordination, et une fois validé, nous serons à l'œuvre avec les ministères concernés et les autorités concernées pour les réformes. Le comité national d'orientation et de coordination, mis en place par le décret cité, et qui rassemble la présidence, la primature, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, la Banque centrale, l'Agence de recouvrement des avoirs illicites, le CSI et le SAMIFIN. La présidence est représentée dans le comité. C'est un signe de l'engagement. La coordination qui part de la présidence, c'est un signe de l'engagement de la présidence et c'est vraiment encourageant. À nous de faire mieux. D'ailleurs, Madame la SGP a cité tout à l'heure le soutien indéfectible. Donc la balle n'est plus à la présidence, la balle est au SAMIFIN et à toutes les parties prenantes. Lors du Conseil des ministres qui a validé la stratégie nationale, le gouvernement a demandé une nouvelle évaluation nationale des risques. Et c'est dans les normes, parce que l'évaluation a été effectuée en 2017, 5 ans après, on doit mettre à jour. On a déjà commencé les travaux en 2022 et on va finaliser l'évaluation nationale des risques cette année. Et le PNUD a appuyé le processus et on a commencé à partager la méthodologie et les personnes formées participeront à l'évaluation nationale des risques. L'OIF également appuie l'évaluation nationale des risques à travers la formation sur une méthodologie d'analyse des risques. Donc maintenant, on a la méthodologie de la Banque mondiale, mais avec l'appui de l'OIF aussi, on a une autre méthode d'évaluation des risques. Donc on va faire le vocational, on va tirer les meilleurs des 2 méthodologies pour mener notre analyse des risques. Toujours avec l'appui de l'OIF, on a rassemblé toutes les institutions en charge ou disposant de renseignements financiers ou les organes d'application de la loi pour capitaliser la plateforme numérique centralisée disponible au SAMIFIN pour les échanges de renseignements. Voilà les coopérations au niveau national. Je vais citer le Transparency International, le Bureau des normes, Interpol Madagascar aussi, qui est une institution très intéressante à travailler avec, parce qu'avec des ramifications partout dans le monde pour localiser, identifier les malfaiteurs, etc. Et je souligne particulièrement l'ordre des experts comptables qui s'est engagé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Nous savons tous que les experts comptables peuvent être utilisés à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ils peuvent aussi être témoins des flux suspects. Donc c'est très important de travailler avec l'ordre. Les conventions qu'on a signées avec les services de renseignement financier homologues l'année dernière, c'est la Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, Mozambique, Éthiopie, Botswana et Lesotho. Ça se base surtout sur les échanges de renseignements, mais sur les échanges d'expériences. Par exemple, quand on aura mis en place GoAML pour les analyses financières et les analyses stratégiques, on a besoin des expériences de ceux
qui l'utilisent déjà depuis des années. Donc c'est ça à peu près le contenu des conventions qu'on a signées. Et on a effectué des sensibilisations, surtout des institutions financières, des formations, et je souligne particulièrement RTL Monnaie et RTL Madagascar, qui a engagé beaucoup de moyens pour la sensibilisation et la formation de tout son personnel partout à Madagascar pendant toute l'année. Je pense que c'est plus de 900 employés sensibilisés et formés sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et RTL a envoyé 2 représentants assister au dialogue public-privé lors de la réunion de l'Assemblée au mois de septembre. Maintenant, passons au traitement des déclarations d'opérations suspectes. Donc, l'une des missions principales du SAMIFIN, le renseignement financier. Donc, en 2022, on a reçu plus de déclarations d'informations confidentielles qu'en 2021. Peut-être grâce aux sensibilisations qu'on a faites auprès des institutions financières et des renforcements de capacités déjà effectués en 2021 et 2020. En termes de flux financiers illicites, je réitère toujours que mon mandat se focalise sur les grands dossiers pour une efficience. Donc, peu de moyens, beaucoup de résultats. Notre plan quinquennal prévoit une augmentation de 25% des flux financiers suspects détectés. Cette année, on a détecté 2390 milliards d'ariary de flux suspects à Madagascar. L'année dernière, c'était 1800, donc la détection s'améliore. Il y en a qui disent que ce montant-là, ça dénote aussi qu'il y a beaucoup de blanchiment à Madagascar. Nous, on n'a pas les données sur l'état vraiment du blanchiment, mais on arrive à détecter. C'est le premier pas pour le SAMIFIN. Maintenant, les autres parties prenantes de la chaîne, par exemple la Direction générale des impôts, qui donne suite aux infractions fiscales qu'on découvre ici, la gendarmerie, le Bianco, etc., c'est à eux de vérifier les preuves. Le SAMIFIN envoie des suspicions. On détecte, on saisit les autorités compétentes. Mais on a détecté 2390. On prévoit, pendant les 3 prochaines années, à terme, une diminution de ces flux détectés parce que les sensibilisations, la supervision, les formations qu'on aura effectuées apporteront des changements au niveau des institutions financières. Donc, ça va dissuader les malfaiteurs de blanchir leur avoir illicite à Madagascar. L'intégration du SAMIFIN au groupe Egmont nous aidera à retracer et à déclencher une procédure de recouvrement des avoirs qui quittent Madagascar. Ça aussi, c'est l'une des priorités de notre mandat. L'indice EML Index, ça sort tous les ans depuis 2012. C'est l'Institut de Bâle sur la gouvernance qui établit la note. Madagascar est noté depuis 2021. Et ça évalue le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Voilà la situation de Madagascar. Sur 128 pays évalués, on est 5e. Premier, c'est le pire. Donc, la meilleure situation, c'est être 128e, parce qu'on mesure le risque. Donc, 5e sur 128, ça veut dire qu'on est le 5e pays le plus à risque. Donc, le plus attractif aux blanchisseurs. Je ne sais pas si ça se dit blanchisseur. Donc, on est très attractif. Et si on combine avec les flux financiers détectés,
beaucoup de flux détectés. Peut-être que c'est vrai, on ne sait pas. On a découvert 2390 milliards. Là, on est 5e sur 100, mais on attire beaucoup de blanchisseurs et de financeurs du terrorisme. Donc 5e sur 128. Sur 26 pays de l'Afrique subsaharienne, on est 3e. Devant nous, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Notons que le Mozambique est tombé dans la liste grise, la République démocratique du Congo également en octobre dernier. On ne va pas tomber dans la liste grise. On va tout faire. Mais c'est pour dire que notre situation n'est pas très agréable, n'est pas très confortable. Il y a un effort très déterminé à faire. Notre note, c'est 7,59 sur 10. Je crois que la mauvaise note, c'est autour de 8. Donc vraiment, c'est pas... C'est pour ça qu'on n'a pas fait de cocktail aujourd'hui. Oui, on doit travailler. Bon, je vais décortiquer un peu la composition de la note. Donc 65% de l'indice, c'est le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc c'est le travail du SAMIFIN, du gouvernement, des autorités publiques et des institutions financières. On a du boulot. Donc notre note sur les 65%, c'est 8,17. C'est très mauvais. Et la note 65%, c'est composé à partir de notre évaluation mutuelle au niveau de l'Assemblée et du GAFI et de nos rapports de progrès. Et comme Madagascar n'a pas fait de progrès depuis 2018, notre rapport de progrès, c'était en 2018. Très mauvaise note. Notre note, normalement, on était déjà en liste grise depuis 2018. Mais l'objectif du GAFI n'est pas de nous placer dans la liste grise, c'est de nous accompagner. Mais si on vérifie les rapports de progrès de Madagascar, et comme on n'a pas encore fait de nouvelle évaluation, on n'a pas demandé de renotation, donc notre note n'a pas changé depuis. Et cette année, je prévois une augmentation de cet indice parce que la coordination, le CNOC, la stratégie qui est en place, l'évaluation nationale des risques qui est en place, sont déjà comptabilisés dans notre rapport de progrès. Et la demande de renotation du mois d'avril, ça va impacter les 65%. Normalement, donc, si cette hypothèse se réalise, normalement, notre note cette année va s'améliorer. Mais on ne s'arrêtera pas là. Avec le plan de mise en conformité, normalement, on va faire un bond sur la note. Non, on ne va quand même pas rester 5e ou 3e. Non. Avec le plan de mise en conformité, si chaque partie prenante responsable s'investit, je pense que notre note ne va pas progresser, mais va vraiment bondir. Et Madagascar pourra être noté comme un exemple de progrès très, très, très rapide. Le plan de mise en conformité, on a encore 27 recommandations à traiter. Notre objectif, c'est 40 sur 40, comme l'île Maurice à côté. L'île Maurice est tombée dans la liste grise. L'île Maurice était têtue. Une fois tombée dans la liste grise, une année après, l'île Maurice, c'est 40 sur 40 de conformité. On ne va pas attendre la liste grise, s'il vous plaît, parce que c'est très mauvais pour notre économie, c'est très mauvais pour notre image. Ça va freiner les investissements étrangers, les appuis de nos partenaires également, si je ne citerai que l'Union européenne dans sa 5e directive, qui interdit toute compagnie ressortissante de l'Union européenne à poursuivre des relations d'affaires avec un pays listé. Imaginez un peu combien de pourcents d'investissements européens sont à Madagascar. Donc si on tombe dans la liste grise, on tombe automatiquement dans la liste noire de l'Union européenne. On va s'agenouiller, on ne va pas attendre ça. Mettons en œuvre le plan de mise en conformité. Il sera validé ce mois-ci par le CNOC et on va tout faire pour évoluer. Voilà à peu près 10% de la note,
c'est la corruption et le risque de pot de vin. Donc les efforts anticorruption réduisent aussi le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme à Madagascar. Voilà à peu près ce que je voulais partager sur l'indice anti-blanchiment, l'indice de risque. C'est à peu près le seul indicateur qu'on utilise actuellement. Comme pour la corruption, pendant longtemps, c'était l'IPC. Maintenant, il y a le Trace Bribery Matrix Index. On a un autre indice de mesure de la corruption qui va compléter l'IPC. Mais pour le blanchiment, c'est cet indice-là qui est le plus communément utilisé. On va l'utiliser pour mesurer l'impact de ce qu'on fait. Bref, plan de mise en conformité, plus engagement, on va évoluer. Les perspectives pour cette année 2023. Le président de la République recevra le rapport de l'évaluation nationale des risques d'ici fin mai. Merci au PNUD de nous accompagner dans ce processus d'évaluation nationale des risques. À partir des résultats de l'évaluation nationale des risques, on va mettre à jour notre stratégie. Maintenant, le SAMFIN doit être réorganisé. La lutte contre le blanchiment, c'est conformité par rapport aux recommandations du GAFI, supervision des institutions financières qui vont mettre en place des dispositifs de due diligence et de conformité de détection et de prévention. Après, ça va alimenter les déclarations d'opérations suspectes. En même temps, ça va dissuader les blanchisseurs. Mais il y a manque de connaissances dans certains secteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de awareness raising. On est en train de négocier avec beaucoup de partenaires pour les formations des parties prenantes nationales. Merci à la GIZ de nous avoir promis de nous appuyer aussi dans ces formations. L'Union européenne nous a envoyé, le projet SK nous a envoyé une liste de 4 pages de formation de 2023 à 2024. On va partager ça à toutes les parties prenantes, pas au SAMFIN. La formation, c'est pour toutes les parties prenantes, pour qu'on avance plus rapidement. On sait qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment. Donc on va former tous nos partenaires sur les recommandations du GAFI et sur les techniques spécifiques, par exemple, pour la supervision. Actuellement même, depuis lundi, il y a une formation sur la supervision basée sur les risques. Donc on va former nos partenaires. Mais le SAMFIN doit être organisé pour s'adapter à sa mission. Donc, on va créer une fonction supervision au SAMFIN parce que tous les secteurs qui ne sont pas supervisés doivent être supervisés par le SAMFIN. C'est dans la loi. On va créer une fonction formation au niveau du SAMFIN. On va former le SAMFIN pour être des formateurs. Donc, on va demander seulement à nos partenaires de financer les formations des formateurs, maintenant, au SAMFIN de former les parties prenantes nationales. La partie derrière, on est en train de chercher du budget pour aménager la partie derrière en une salle de formation. On ne va plus dépenser nos sous à envoyer les gens à l'étranger, on va les former ici. C'est peu de moyens, beaucoup de résultats. Formation training, fonction training au SAMFIN, formation, fonction supervision, fonction compliance. Comment transcrire les évolutions des recommandations du GAFI dans le système national? On va créer ça. Et le projet est déjà finalisé. On va le présenter à la prochaine réunion du CNOC avant de le présenter au gouvernement et au CRSP. Intégration au groupe Egmont, on recevra des collègues de l'île Maurice pour établir l'état des lieux et pour nous recommander les actions à faire pour pouvoir intégrer en 2024. GoAML, toujours avec GIZ. GIZ a déjà payé l'acquisition de GoAML et l'abonnement de la première année. Nous allons inscrire dans notre budget de l'année prochaine l'abonnement annuel. Nous allons essayer d'acquérir la certification ISO
27001 sur le système d'information et 37001, le système de management anticorruption, pour avoir la confiance des parties prenantes et des pourvoyeurs potentiels de renseignements, et pour rassurer nos collègues à l'étranger que si ils nous donnent les renseignements, c'est sécurisé, parce que le SAMIFIN n'est pas corrompu et son système d'information est dans les normes. Sécurité du bâtiment du SAMU, c'est l'une des plus grands critères de l'intégration au groupe Egmont. Normalement, le bâtiment qui abrite les analystes financiers ne doit pas être accessible, même pas par le DG. Actuellement, ce n'est pas encore le cas, je peux y aller, personne n'ose me dire non DG, n'entrez pas. Donc, on a quelques investissements à faire là-dessus. Surtout, on va augmenter notre débit Internet. QAML exige 10 mégabits par seconde. Et actuellement, nous, on n'a même pas 1 mégabit par seconde. Voilà, donc, si je peux résumer, c'est que notre situation actuellement dans la lutte contre le blanchiment, dans l'évaluation du GAFI et de l'ESAMLAC n'est pas vraiment bon. Nous avons déjà des progrès l'année dernière et l'engagement du gouvernement est déjà là. La preuve, c'est l'envoi du ministre, par exemple, au Conseil des ministres de l'ESAMLAC. Le plan de mise en conformité va être validé par le CNOC et on va le mettre en œuvre pour accélérer notre évolution. Et Madagascar sera référence en termes de performance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. D'ailleurs, la vision de notre plan quinquennal, c'est de rendre le SAMIFIN un service de renseignement financier de référence au niveau de l'Afrique. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur général, nous vous remercions pour cette présentation riche en informations. Vous venez de montrer que des avancées importantes ont été accomplies en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Madagascar, notamment l'adoption de l'évaluation nationale des risques constituant la base de la stratégie nationale, ainsi que la demande de renotation au niveau de l'ESAMLAC par rapport aux progrès réalisés par le pays. Néanmoins, de grands défis restent à surmonter et c'est d'ailleurs l'objet du plan de mise en conformité élaboré par le SAMIFIN dont vous avez fait également mention. Chère audience, force est de constater que nous sommes tous partenaires dans l'effectivité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous exhortons ainsi à l'engagement de tout un chacun à prêter main forte au SAMIFIN. En effet, la promotion du partenariat public-privé est un élément clé, sinon primordial, pour que le pays soit préservé de ces fléaux. Poursuivons maintenant par la séance de questions-réponses et pour le bon déroulement de la séance, permettez-moi, mesdames et messieurs, de préciser les quelques indications ci-après. Les intervenants sont priés de lever la main et de se présenter par leurs noms et entités respectives. Les réponses seront données par série de 3 questions. Je vous saurai gré de bien vouloir poser les questions en français, mais selon votre convenance, toutes les autres langues seront autant admises. Je tiens également à préciser que toute mention d'identité particulière ne seront malheureusement pas considérées puisque nous ne pouvons pas discuter de cas particuliers. Veuillez poser des questions concises pour qu'elles puissent être répondues correctement. Les membres de l'assistance peuvent tous prendre la parole pour les questions qui leur seront éventuellement adressées ou pour compléter les réponses données. Nous annonçons également aux auditeurs de la transmission virtuelle qu'ils peuvent poser leurs questions en les écrivant dans la boîte de discussion. Très bien, mesdames et messieurs, nous pouvons procéder aux questions.
Bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Schaffner, je suis du secteur privé. Je suis ici en tant que président du groupement des concessionnaires automobiles. Donc, écoutez, que je préside depuis peu. J'ai repris la suite de mon confrère Frédéric Hébert. Donc, je suis ravi de collaborer avec vous et d'inciter mes confrères donc à se gérer comme nous l'avez invité. Première question très technique. Vous avez parlé de 2390 milliards de flux suspects. Qu'est-ce qui définit un flux suspect? La liste grise, vous avez bien insisté sur le fait que c'était très grave si Madagascar y tombait. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour y tomber et donc qu'est-ce qu'on doit éviter? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, non pas de manque de volonté politique, mais de manque de sensibilisation. Donc, si vous pouvez nous sensibiliser sur ce que nous ne devons pas faire et qui ne doit pas faire cela. C'est très grave pour le pays, on le sait tous. Voilà. Et une autre question que je me permets en tant que citoyen, c'est on est en période électorale, beaucoup d'argent va à nouveau se déverser ici. Dans l'évaluation nationale des risques, est-ce qu'on estime que tout ça est normal ou c'est un risque supplémentaire? Merci, Chekam. Merci, Monsieur le Président. Le flux suspect. Notre loi, c'est le blanchiment et le financement du terrorisme. Et quand on parle de flux suspect, ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est de la valeur. Et c'est suspect dès que la transaction comporte quelques infractions à la loi. Par exemple, la fraude fiscale. Le montant de la fraude sera comptabilisé dans les flux suspects. La corruption, le détournement de deniers publics, le montant de détournement, c'est un flux suspect. L'infraction au code d'échange, ça génère donc des flux suspects. Le transport transfrontalier de devises qui n'est pas déclaré à la douane, c'est du flux suspect, etc., etc. Donc tout ce qui ne respecte pas la législation à Madagascar, c'est un flux suspect. La liste grise, qu'est-ce qu'on doit faire? Du côté du gouvernement et des autorités publiques, c'est la mise en œuvre du plan de mise en conformité. Du côté du secteur privé, c'est la mise en œuvre du résultat immédiat numéro 3, la supervision basée sur les risques. On peut superviser directement en tant que service de renseignement financier, le SAMIFIN. Les institutions financières sont supervisées par la CSPF. Mais chaque type de profession aussi peut se superviser s'il a une organisation. Par exemple, on parle du GECAM, c'est le groupement qui peut superviser les membres. Mais ça doit être en collaboration avec le service de renseignement financier et en conformité avec les recommandations du CAFI. Ce que doit faire aussi le secteur privé. La réforme de la loi va introduire la notion de bénéficiaire effectif. C'est dans les résultats immédiats. Madagascar, comme beaucoup de pays d'Afrique, manque de registre de bénéficiaires effectifs. Nous avons le RCS, registre des compagnies des sociétés, mais l'identité des bénéficiaires effectifs n'y figure pas encore. La loi va introduire ça et après, chaque entité va identifier son client plus loin en identifiant
les bénéficiaires effectifs. Ça va contribuer à lutter contre les sociétés fictives et les sociétés écrans. Donc ça va nous aider à remonter jusqu'à la personne physique qui est derrière chaque transaction suspecte. Voilà à peu près, donc pour éviter la liste grise, il y a le rôle du gouvernement, des autorités. Ça, c'est les réformes. Maintenant, la mise en œuvre, c'est dans chaque secteur. Et le SAMIFIN, avec les superviseurs qui sont déjà en place, vont tout faire pour avoir des résultats à ce sujet. Et concernant le financement des campagnes, le SAMIFIN, sa mission, c'est conduire la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous, on a une loi anti-blanchiment, des décrets et des conformités au niveau de chaque institution financière, parce qu'on parle de financement. Au niveau des établissements et professions non financières désignés, au niveau des organismes à but non lucratif. Les financements peuvent passer par ces canaux. Les devoirs de vigilance, la prévention des flux financiers illicites que l'on va mettre en place en termes de supervision vont empêcher, sinon vont détecter l'argent illicite qui va potentiellement financer les campagnes électorales. Donc, ça va se faire en termes de déclaration d'opérations suspectes au niveau de ces institutions déclarantes. Dès qu'il y a suspicion, ils envoient au SAMIFIN et SAMIFIN va faire le nécessaire pour vérifier. Nous, on a la compétence de demander des informations à nos homologues à l'étranger. Donc, on va faire ça, essayer d'être rapide. Et dès que la suspicion se confirme à notre niveau, on saisit les autorités compétentes. Voilà à peu près comment ça se passe. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous pouvons entamer les questions suivantes. Nous avons une question ici. Nous avons une question ici. Bonjour, je m'appelle Rezaf Mandib, docteur Rezaf Mandib, représentant Madame le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Université d'Antananarivo. Vous avez toujours parlé du financement du terrorisme. On sait qu'à Madagascar, on assiste beaucoup plus à un problème de blanchiment d'argent, mais quant au financement du terrorisme, est-ce que vous pouvez éclaircir un peu à partir de quel moment on dit qu'un financement est destiné au terrorisme? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une somme à partir de laquelle on dit que, bon, on peut soupçonner ceci ou cela? Puisque, je ne sais pas, mais dans cette même foulée, est-ce que vous pouvez éclairer ce que vous entendez justement par terrorisme par rapport à une situation comme à Madagascar? Merci beaucoup. Oui, il me semble que nous avons une question à droite, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général, de nous avoir invités à cette séance de présentation du rapport d'activité du SAMIFIN. Ma question concerne juste sur la stratégie du SAMIFIN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc les indicateurs que vous avez retenus pour l'évaluation de performance du SAMIFIN? Et une question de curiosité, parce que l'aboutissement des travaux du SAMIFIN vont toujours donc vers le jugement par l'autorité judiciaire. Est-ce que vous avez, par exemple, des infos sur le feedback des dossiers que vous avez transmis auprès de l'autorité judiciaire? Je vous remercie.
Faculté des lettres et des sciences humaines. Le financement du terrorisme. Le SAMIFIN, c'est lutter contre le financement du terrorisme, mais pas contre le terrorisme. Le gouvernement a déjà une loi spécifique et une institution pour ça. Le financement du terrorisme, c'est, par exemple, aider une personne dans la formation d'un futur terroriste. Exemple, aider une personne à franchir une frontière pour perpétrer potentiellement un acte de terrorisme ailleurs. Aider seulement, c'est du financement. Nourrir le terrorisme, nourrir les formateurs du terrorisme, ça c'est du financement du terrorisme. Notre loi comporte un amendement sur la définition du financement du terrorisme parce que je pense qu'il manquait le financement du voyage. Faciliter les voyages des potentiels terroristes. Et même si l'acte terroriste escompté ne se réalise pas, c'est toujours du financement du terrorisme. Seuil, il n'y a pas de seuil pour définir le financement du terrorisme. Il n'y a pas de seuil. C'est les faits qui comptent. Et pour Madagascar, on peut partager un cas de potentiel financement du terrorisme. Une personne voyage, par exemple, d'un pays qui abrite beaucoup de terroristes, arrive à Madagascar. Ça finance une association caritative, éducation citoyenne, disons. Mais dans la formation, il y a une formation plutôt religieuse, idéologique. Et après, la personne voyage. La personne formée voyage à l'étranger. Et à partir de la destination finale, du point de départ, on suspecte un financement du terrorisme. Voilà à peu près ce qu'on a déjà vu à Madagascar. Monsieur le DG, les indicateurs de performance du plan quinquennal du SAMIFIN. En termes de conformité, par exemple, le plan quinquennal vise, d'ici 2026, une conformité d'au moins 37 recommandations sur 40. Ça, c'est un indicateur vérifiable à partir des rapports d'évaluation de l'ESAMLAG. Mais on va changer cet objectif. On va viser 40 sur 40 avec le plan de mise en conformité. Parce qu'on m'a demandé une fois, pourquoi 37 DG? J'ai dit, je n'ai pas voulu être trop ambitieux. Maintenant, je ne suis pas ambitieux. Je suis décidé à atteindre 40 sur 40. Et le processus, avant c'était, on pouvait demander une notation tous les 6 mois, 2 fois par an. Maintenant, c'est parce que le SAMLAG n'a pas assez de ressources pour traiter les rapports de progrès, les évaluations mutuelles et les demandes de re-rating. Donc, le SAMLAG a demandé, sinon, d'ajouter du personnel ou d'étendre la périodicité. Ce qui a été décidé, c'est 1 fois par an. Et les SAMLAG, avant, c'était 15 recommandations pour re-rating. Mais les SAMLAG a réduit à 10. Donc, 10 par an pour traiter les 27. Dans 3 ans, ça sera 2026 et ce sera 40 sur 40. Mais, voilà à peu près. C'est un exemple d'indicateur. Pour les autres activités, on a décidé d'améliorer la détection, notre mission. Donc, on a visé 2500 l'année dernière. Non, augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. On a réussi 27%, de 1800 milliards d'ariars à 2390 milliards d'ariars. 2024, ça va augmenter, 2025, ça va descendre comme détection parce que les préventions auront porté leurs fruits. Voilà à peu près. Donc, ça se mesure.
Et c'est pour ça qu'on a choisi ça. Mesurez-nous, s'il vous plaît. On ne va pas faire de routine et toucher le salaire mensuel ici. Non, on va aider Madagascar vraiment à se protéger contre les flux illicites et à être plus attractif en termes d'investissement direct et de coopération avec nos partenaires étrangers. Je ne peux pas tout lister, je vous enverrai le plan quinquennal tout de suite après la séance, monsieur le DG. Et c'est aussi disponible sur notre site web, en français et en anglais. Merci. Feedback. Oui, le pôle anticorruption, dans ses rapports trimestriels et annuels, publie l'état des poursuites, instruction, jugement, première instance, seconde instance, etc. Et dans notre plan, notre rapport annuel, j'ai, je crois, quelques cas de condamnation et un montant d'amende prononcé par le PAC. Donc, on a les feedbacks. Pas pour tous les secteurs. La DGI, d'ici quelques jours, nous enverra aussi le feedback de tous les dossiers qu'on a disséminés à la DGI, la douane, etc. On est en train de récolter les feedbacks. Merci. Et la question était très intéressante parce qu'on nous évalue au niveau de l'Assemblée à partir de ces données-là. Merci. Merci. Oui, madame. Merci. Ranjana Pakoul, du secrétariat général du ministère de l'économie et des finances. Merci, monsieur le DG, pour la présentation. C'est très, très clair et très enrichissant. Mais je voudrais juste poser deux questions. Première question par rapport au groupe Egmont. Je voudrais juste savoir quelles sont les raisons, les principales raisons pourquoi on n'a pas pu encore être intégré dans ce groupe. Ma deuxième question, c'est à ma connaissance, il y avait déjà une initiative sur la révision de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Où est-ce qu'on en est sur cette révision et quel est vraiment l'objet de cette révision? Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Ici. Bonjour à tous, Lamine Poutsarati, conseiller à la Cour de cassation. J'aurais une question j'aurais deux questions. Première question. Par rapport aux quelques 2000 milliards d'ariars, tout d'abord félicitations au service de renseignement financier pour la qualité de cette présentation de rapport annuel et pour les performances que vous avez obtenues dans la mise en œuvre de vos activités. Pour les quelques 2000 milliards d'ariars, est-ce qu'il y aurait un pourcentage ou un chiffre sur les sommes qui auraient fait l'objet de gel ou d'autres mesures conservatoires, qui serait le début d'un recouvrement? Je voulais également poser la question sur le sort des quelques 1800 milliards de l'année dernière. Est-ce que depuis on a eu, encore une fois, un pourcentage ou un montant approximatif qui aurait fait l'objet de ces mesures de blocage? Voilà pour la première question. La seconde, qui n'en est pas vraiment une, c'est tirer la sonnette d'alarme sur notre situation dans le domaine de la lutte contre la corruption. Je profite de l'occasion on a des représentants des systèmes anticorruption. On en est encore à 26 sur 100, à 2 années de la fin de la mise en œuvre de la stratégie nationale.
Je ne sais pas s'il y a déjà eu des communications qui ont été faites, ou alors est-ce qu'il y aurait des communications dans ce sens. Monsieur le directeur général vient de nous présenter un autre indicateur qui pourrait intégrer justement la future stratégie nationale que l'on aura adoptée d'ici 2 ans. Mais présentement, quelles seraient les perspectives? Est-ce seulement mon impression à moi, ou alors est-ce que ce serait le cas que, moi j'ai comme l'impression qu'on n'a pas assez travaillé en équipe du côté du système anticorruption. On assiste maintenant à un phénomène, excusez-moi pour le terme, un phénomène de PSGisation ou de galactisation du système anticorruption. Ça veut dire qu'on a les meilleurs joueurs dans un club, mais on a comme une impression que chacun joue un peu sa partition en solo. J'espère que je me trompe sur ce sujet-là, mais dans tous les cas, je tiens quand même en observateur avisé de la lutte contre la corruption à tirer la sonnette d'alarme sur les menaces qui pèsent sur la lutte contre la corruption en Madagascar, du fait qu'on n'ait pas atteint le seul indicateur d'ailleurs de performance dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Merci. Merci. Je vous invite, Monsieur le DG, à répondre à cette deuxième série de questions. Egmont, pourquoi le SAMIFIN n'est pas encore Egmont? Moi-même, je n'ai pas les réponses. Parce que quand j'évalue la situation par rapport aux critères d'intégration, moi je vois qu'on satisfait quand même à beaucoup de ces critères. Par exemple, l'indépendance du SRF. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de SRF de l'Essam-Lac. Notre système d'indépendance, c'est le mieux. Non seulement rattaché à la présidence directement, indépendance opérationnelle, autonomie de gestion dans la loi, traitement des DOS. Personne ne pratique le système de collège. Tout le monde est en train de nous demander, envoyez-nous les décrets du SAMIFIN au niveau de l'Essam-Lac. En termes de dépendance, il n'y a pas de problème. En termes de sécurité du bâtiment, ce bâtiment a déjà système de sécurité anti-incendie, etc. Ce qui nous reste à faire, et ça, quand même, ça nous empêche d'intégrer, c'est la sécurité du bâtiment des analystes financiers qui manipulent les données, la sécurité du bâtiment du système d'information. Voilà, c'est pour cela que nous demandons un aménagement de ce bâtiment, parce qu'on a vu aussi ce qu'il y a dans les autres SRF déjà membres. Ce n'est pas vraiment très loin de ça. Mais ce problème de sécurité du bâtiment et de sécurité informatique, ça nous bloque. C'est crucial. C'est à peu près la seule explication que je trouve. Maintenant, la compétence du personnel. On continue de former nos personnels. Donc je pense que s'il n'y avait pas peut-être le Covid en 2020, peut-être que SAMIFIN aurait déjà intégré en 2021. Parce que vous êtes OK cette année, vous êtes invité au mois de janvier pour être intégré au mois de juillet. C'est pour ça que maintenant, nous, on prévoit d'intégrer au mois de juillet 2024. Le SRF de Maurice va venir faire l'état des lieux et nous recommander ce qu'il a à faire, en plus de cette sécurisation de bâtiments. Voilà à peu près la raison de notre... les causes de la non-intégration. Mais comme c'est notre priorité des priorités, en tant que SRF, je pense vraiment qu'on peut intégrer en 2024. Révision de la loi anti-blanchiment. Les études sont terminées au niveau de la CRSP. La prochaine étape, c'est le passage au gouvernement. Donc, normalement,
Ce n'est pas moi qui vote la loi, mais je pense que ça sera traité au niveau du Parlement pendant la prochaine session. Monsieur le conseiller, et non moins ancien DG du SAMIFIN, les données sur l'échelle de 2300 ou de 1800, on n'en a pas. En tout cas, le SAMIFIN n'a pas fait le processus de blocage de transactions parce que c'est des faits qui se sont déjà passés. Maintenant, on n'a pas les données et c'est ça le feedback. Et on est déjà en contact avec surtout la DGI parce que beaucoup de ces dossiers sont des dossiers fiscaux. Il y en a qui sont des dossiers douaniers et la FINEX. Donc on va tout faire, s'organiser. On prévoit, je crois, Madame Lacourteau, d'ici quelques semaines, une rencontre SAMIFIN, Bianco, PAC, DGI, DGD et FINEX pour concevoir comment on fait pour avoir les informations. Par exemple, le SAMIFIN aussi doit faire un feedback à la DGI, etc. Voilà à peu près sur cette question. L'IPC, comme c'est de la lutte contre la corruption, ce n'est pas dans ma mission, je m'abstiens de faire des commentaires sur l'IPC. Si c'était le EML Index, j'aurais passé 90 minutes. Mais en tout cas, le SAMIFIN, dans sa mission de lutte contre le blanchiment de capitaux, contribue à la lutte contre la corruption. Les actions qui sont menées ici vont, d'une manière ou d'une autre, influencer la note IPC. Le SAMIFIN participe aux événements organisés par les autres membres du système anticorruption. On essaye. Et d'ailleurs, le blanchiment, je crois que c'est l'article 14 de la Convention des Nations Unies, donc on contribue vraiment à la lutte. En ce qui concerne le galactisme du système anticorruption, moi je ne pense pas qu'il y a du galactisme. Et je pense que s'il y a problème, on va régler ça entre nous. Mais mon sentiment maintenant, c'est qu'on voit quand même dans la même direction. Voilà. Il s'agit d'ajuster les activités, de coordonner. C'est plutôt la coordination que le galactisme, à mon sens, qui manque un peu, la coordination. Voilà. Et j'ai déjà demandé à mes consoeurs et confrères de partager les plans d'activité en début d'année. On se partage. Et s'il y a doublon, on arrange. Voilà. Parce que tout le monde lutte contre la corruption. Il ne faut pas que tout le monde fasse le même travail. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le DG. J'espère que les questions sont jusqu'ici bien répondues. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, nous avons une question à votre droite, s'il vous plaît. Radou Milton, président de la Commission de contrôle de financement de la vie politique. SAMIFIN et CCFVP ont toujours travaillé en collaboration, mais pour l'année 2022, comme il n'y avait pas d'élection, donc ça n'a pas eu lieu. Je voudrais savoir, parmi le montant énoncé de 2000 milliards et quelques derrière, est-ce que vous avez des indicateurs penchants sur le financement de la vie politique? Parce qu'on entame déjà l'année 2023 et c'est une année d'échéance électorale après celle de 2018. Merci. Merci, monsieur. Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce que nous aurions des questions pour les auditeurs en ligne? Nous n'avons pas de questions. Vous pouvez donc procéder à la question. Monsieur le Président, nous n'avons pas d'indicateurs sur le financement de la vie politique. En fait, tous ces montants, à ma connaissance, parce que je vois les rapports qu'on envoie, il n'y a aucun lien avec le financement de la vie politique jusqu'à maintenant.
jusqu'à maintenant. Donc les 2390, aucun lien avec le financement de la vie politique. C'est surtout en lien avec les activités d'import-export, les infractions au change et la fraude fiscale. C'est la plupart de ces montants. Merci. Mais l'année prochaine, si on détecte, on va intégrer dans le rapport, si on détecte des flux financiers suspects en lien avec le financement de la vie politique, on va les faire apparaître et on va vous saisir aussi. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions ou remarques? Si ce n'est pas le cas, merci Monsieur le Directeur Général pour cette intervention et vous pouvez maintenant reprendre place pour la fin de la cérémonie. Chers invités, nous vous remercions sincèrement pour cette interactivité avec laquelle vous avez animé la cérémonie d'aujourd'hui et ceci nous conduit à la fin de l'événement. Nous aurons un point de presse qui sera réalisé au premier étage après la clôture et nous invitons ceux qui sont concernés à s'y joindre. Honorables invités, le SAMIFIN réitère ses remerciements pour votre aimable attention et nous restons confiants en l'engagement que vous témoignerez à nos côtés pour cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je vous souhaite à tous un bon retour à vos obligations respectives.